Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette édition du 22h au sommaire ce journal. Au cœur des enjeux de développement consiste la caravane de la solidarité qui fait étape à Arta, plus précisément à Damerjouk. Culture cette fois-ci, ce succès pour cette nouvelle ouverture du festival à Tagora. Et aux nouvelles du monde, une armada humanitaire se dirige vers Gaza pour apporter de l'aide humanitaire. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur TJouti pour vous informer. 6e édition du mariage collectif pour 30 couples célébrant ainsi dans la joie et la solidarité leur union. L'association Aide au mariage a organisé avec succès la 6e édition de son mariage collectif réunissant 30 couples dans une ambiance chaleureuse, empreinte d'amour, de solidarité et de dignité. La cérémonie qui s'est tenue au camp d'Oralé des gardes-côtes djiboutiennes en partenariat avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, marquant une nouvelle étape dans l'engagement social de l'association. Créée en 2021, l'aide au mariage et aux mariés est née d'un simple rêve mais essentiel, permettront ainsi à chaque jeune de concrétiser son souhait de se marier et de fonder une famille malgré les défis économiques auxquels de nombreux couples font face. À travers cette initiative, l'association allège leurs charges financières liées au mariage, promue leurs valeurs de l'union, de stabilité familiale et contribue au renforcement d'une cohésion sociale. La cérémonie collective symbolisant ainsi l'engagement des couples dans la force et la solidarité communautaire. Cette 6e édition témoigne de la continuité, de l'impact positif des actions de l'association rendues possibles grâce au soutien de ses partenaires, tous ceux qui s'engagent dans cette noble cause. Ainsi, l'association Aide aux mariés réaffirme sa volonté de poursuivre ses actions en faveur des jeunes couples et invite ainsi les institutions partenaires et bienfaiteurs de soutenir les prochaines initiatives. Cette belle initiative se poursuivra dans les prochains jours que vous pouvez voir dans nos prochaines éditions. C'était dans les titres l'étape de Damerjouk marquant ainsi une nouvelle avancée dans cette initiative nationale après le parcours de la caravane de la solidarité dans le nord du pays. Cette arrivée dans la région d'Arta et plus particulièrement à Damerjouk illustre la volonté du gouvernement à se rapprocher des zones périurbaines et rurales. La région d'Arta, grâce à sa position géostratégique, joue un rôle charnière. Le passage par Damerjouk revêt un caractère symbolique au regard du développement industriel et logistique croissant dans cette localité. Commerçants commencé la tournée dans la sous-préfecture avant de rejoindre le chef-lieu d'Arta, témoigne ainsi de la priorité donnée à
à l'écoute de cette population rurale. La présence de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Oulfa Ismail Abdo, aux côtés des autorités régionales, ainsi que le préfet Hassan Dabalé et le président du conseil régional, Almebouh Goudadé, renforce ainsi la coordination entre le gouvernement central et les instances locales. La rencontre avec les habitants d'Emanjouk et le village environnant qui a permis d'identifier les défis spécifiques liés à l'accès aux services de base dans cette zone en pleine extension. La caravane constitue également une occasion privilégiée pour distribuer des aides directes et lancer de nouveaux programmes de protection sociale. Ainsi, dans son intervention, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatma Moussa, a pris la parole pour porter la voix des femmes et mettre en lumière les avancées majeures en matière d'égalité et de progrès social. S'adressant donc aux habitants de Damerjouk, elle a rappelé qu'avec la force que la femme djiboutienne a dans le foyer, n'est pas seulement également bénéficiaire des politiques publiques, mais actrice centrale du développement économique et social du pays. Que ce soit à travers l'entrepreneuriat local ou l'éducation, son rôle est indispensable à la prospérité de la nation. Un point d'orgue dans son intervention a été l'hommage rendu à Mme Khadra Mohamed Haïd, première dame, ainsi que présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, dont l'action a été saluée comme un engagement constant pour briser les barrières sociales, mettre en place des programmes concrets permettant aux femmes d'acquérir indépendance financière et émancipation intellectuelle. Autre intervention lors de cette rencontre stratégique, les interventions du président du conseil régional, Almebouh, et du préfet Hassan Dabalé ont mis en avant l'identité collective et l'engagement civique. Almebouh a rappelé que la solidarité est une valeur profondément ancrée dans les mœurs locales, soulignant ainsi l'action du ministère des Affaires sociales ne font que structurer et renforcer cet élan de générosité déjà existante au sein de la communauté. Cette vision d'une institution au service des traditions locales a été complétée par le préfet Hassan Dabalé, qui a rappelé que le rôle joué par ces pionniers de Damerjouk est le berceau du lancement de la Semaine nationale de la solidarité. Selon lui, l'esprit d'entraide des habitants n'est pas seulement un devoir, mais un prolongement naturel de leur engagement, faisant de la localité un véritable bastion de cohésion nationale et de politique publique et aspirations populaires qui se rejoignent harmonieusement. Ainsi, après avoir accueilli la ministre des Affaires sociales et des Solidarités avec une grande ferveur, les représentants de la communauté ont tenu à exprimer leurs préoccupations. Ainsi, à l'approche du mois béni du Ramadan, les habitants ont bénéficié de l'espoir que leurs besoins spécifiques pour cette période bénéfique soient pleinement pris en compte. Parmi les doléances, les artisans, tailleurs de pierre ont exprimé également leur volonté de relancer la production et ont sollicité l'ouverture de débouchés stables afin de sécuriser leurs revenus. Parallèlement, le dynamisme des femmes du secteur de la pêche a été mis en avant. Elles souhaitent d'ailleurs bénéficier d'un appui pour transmettre leur savoir aux jeunes générations de filles. La communauté a également relayé les attentes des femmes qui aspirent à disposer d'un local fonctionnel et entièrement équipé pour mener à bien les activités. Dans le même dynamique, le chef du village a souligné l'urgence de résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable afin de faciliter le quotidien des familles. La jeunesse s'est également exprimée souhaitant bénéficier de formations d'activités génératrices de revenus. Enfin, les membres de la Caisse régionale d'épargne et de crédit ont souligné la fierté d'avoir su faire fructifier leurs ressources jusqu'à présent et ont exprimé le souhait d'être renforcés pour élargir leur nombre et membres ainsi que leur activité. Et dans une intervention, Madame la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a ouvert son cœur en parlant à la population de Damerjouk. On l'écoute. C'est le cœur ouvert que je vous remercie pour votre accueil chaleureux, tout en rendant grâce au Tout-Puissant pour sa miséricorde. Comme vous le savez, nous sommes à la veille du mois béni du Ramadan, un mois de bénédiction et de partage. À cet égard, je tiens à rassurer les habitants des quartiers Cheikh Farah 1 et 2, les besoins que vous avez exprimés seront comblés et chacun recevra ce qu'il a demandé.
Aux artisans qui travaillent à la taille de pierre et qui cherchent des débouchés, je souhaite dire ceci. Nous avons effectivement besoin de vos matériaux. Je vous encourage donc à poursuivre vos efforts car nous nous engageons à acheter votre production. Je tiens également à saluer cette maman du secteur de la pêche qui nous a prouvé l'étendue de son savoir-faire. Elle est un modèle de courage et de détermination, non seulement pour les femmes de Damerjoug et de la région d'Arta, mais pour l'ensemble des femmes djiboutiennes. Concernant les membres de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, vous avez sollicité un local. Je vous donne l'assurance que vous disposerez bientôt de cet espace entièrement équipé pour répondre à vos besoins. De même, pour le chef de village d'Antar qui a soulevé la question cruciale de l'accès à l'eau, nous ferons le nécessaire pour que cette ressource soit rapidement disponible. La jeunesse est également exprimée. J'informe les jeunes que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités mettra à leur disposition 5 tuk-tuk. Partout où les infrastructures routières le permettent, nous privilégions ce mode de transport car il constitue une véritable activité génératrice de revenus pour nos jeunes. Enfin, un mot sur la Caisse régionale d'épargne et de crédit. Le président de la République a récemment octroyé un chèque de 24 millions de francs pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. Je suis extrêmement fier des femmes de Damerjoug qui ont su faire fructifier leur caisse. En guise d'encouragement, une part de 500 000 francs vous est allouée pour vous motiver à aller encore plus loin. Je n'ai aucun doute sur la réussite de vos futurs projets. Et ainsi, dans la continuité, j'ai toujours un Damerjoug, l'ambiance qui était électrique et chaleureuse à l'issue de la rencontre avec la ministre des Affaires sociales et des Solidarités. Les femmes se sont rassemblées pour exprimer d'une seule voix leur immense gratitude envers le président de la République, son Excellence Emmanuel Marguerite, pour ses mères travailleuses. Le président est celui qui comprend leurs difficultés et œuvre chaque jour pour rendre leur vie meilleure et plus digne. Cette mobilisation montre surtout une confiance totale dans l'action du chef de l'État pour l'émancipation des femmes. Elle voit en lui le moteur principal de leur changement de vie, un leader qui a ouvert les portes et leur a permis de prendre pleinement part au développement du pays. Grâce à sa vision, les femmes ne sont plus laissées en compte, elles sont aujourd'hui au Centre de développement national. Ainsi, le message porté lors de cet événement est clair. La continuité des femmes de Damerjoug est confirmée et fermée leur volonté de poursuivre ce chemin aux côtés du président de la République pour consolider leur acquis et construire un avenir stable et prospère. Djibouti et la Banque africaine de développement signent des accords dans le cadre du renforcement des infrastructures et de la sécurité alimentaire. Une étape majeure pour le développement socio-économique de Djibouti a été franchie lors d'une cérémonie officielle avec son Excellence le ministre des Finances chargé de l'industrie, Elias Moussa Doualé, et le directeur général de la région d'Afrique de l'Est de la Banque mondiale de développement, qui ont signé plusieurs accords portant sur 4 projets stratégiques. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence de Mme Nima Wadifo, vice-présidente de la Banque africaine de développement en charge de l'intégration régionale, soulignant l'importance de ce partenariat dans la Corne de l'Afrique. Ces financements composés de dons et de prêts ciblent des secteurs clés pour la croissance nationale, des infrastructures routières ainsi que la résilience agricole face aux défis climatiques. La modernisation des infrastructures routières
été porté à un montant de 51 millions US. Deux projets d'envergure ont été lancés pour fluidifier les échanges et désenclaver le territoire. La route nationale numéro 1 a été dotée de 30 millions US pour renforcer cet axe vital pour le commerce régional. Autre projet, c'est celle de la voirie urbaine en développement, une enveloppe de 21 millions US pour améliorer la mobilité et la qualité de vie des habitants dans les zones urbaines. Et dans le cadre de la sécurité alimentaire et résiliente climatique, 28 millions US, un programme ambitieux financé à part égale par un don et un prêt de 14 millions US chacun visant à soutenir la population les plus vulnérables. Les objectifs étant de renforcer la résilience, protéger les communautés agro-pastorales face à la sécurité alimentaire accentuée par les chocs climatiques. Ainsi réduire les vulnérabilités, stabiliser et diversifier les moyens de subsistance dans les zones d'intervention. Et enfin, l'engagement environnemental contribuant ainsi activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les régions de la Corne de l'Afrique a été donc convenu. Santé à présent, la République djibouti renforce la lutte contre les violences basées sur le genre et la corruption. Ainsi, dans un atelier qui a eu entre la République djibouti en partenariat avec le FNUAP, intégration des données du VBG et du MGF dans le système national de santé. Lundi dernier, avec le ministère de la Santé en collaboration avec le FNUAP, a procédé au lancement officiel de l'intégration des données relatives aux violences basées sur le genre et aux mutilations génitales féminines dans le système national d'information sanitaire via la plateforme qui a été dotée auprès du ministère de la Santé. La cérémonie marquant ainsi la présence de Monsieur le ministre de la Santé et la représentante de FNUAP constitue une avancée majeure dans le renforcement du système national de collecte, d'analyse et d'utilisation des données sensibles. Cette initiative stratégique visant à améliorer la qualité et la fiabilité des informations renforce la coordination entre acteurs et garantir une prise en charge plus efficace, confidentielle ou centrée donc les survivantes conformément aux normes nationales et internationales. L'atelier de ce lancement a réuni plusieurs principaux acteurs du secteur de la santé, de l'action sociale, de la justice, des forces de sécurité, illustrant l'engagement du gouvernement et de ses partenaires pour donner une réponse concrète à ces fléaux. Concrète. Elle montre qu'une prise en charge intégrée, centrée sur la survivante, améliore à la fois la qualité des services et la continuité des soins. Le secteur de la santé a démontré qu'en renforçant sa coordination interne, en organisant mieux ses services et en structurant la gestion de l'information, il est possible d'obtenir des résultats concrets. Cette dynamique est d'autant plus importante que la santé constitue un point d'entrée stratégique pour relier la santé reproductive, la santé maternelle et la prise en charge de violences fondées sur le genre. Relative au... Je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre qui confirme son implication. La lutte contre les violences basées sur le genre constitue un enjeu majeur, comme l'a dit la représentante de santé publique. Mais elle est également une question de dignité humaine et de justice sociale. Face à ces défis, le ministère de la Santé s'est pleinement mobilisé afin d'assurer une prise en charge globale, humaine et coordonnée des victimes. Chaque femme, chaque fille, chaque personne victime de violences mérite d'être protégée, écoutée et accompagnée avec respect et humanité. Je tiens à souligner ici le professionnalisme de toutes les équipes qui interviennent sur le terrain. Leur engagement et le sens du devoir permettent vraiment de sauver des vies des fois. Je voudrais également souligner le rôle essentiel des guichets uniques One Stop du CHU Cheikh, mais également des autres structures qui deviendront dans les semaines ou dans les mois à venir d'autres One Stop. Ces structures offrent un cadre sécurisé, intégré et respectueux, indispensable à la restructuration physique et psychologique des personnes affectées. La violence basée sur le genre
repose sur la prévention d'abord, sur la sensibilisation et la solidarité collective. Elle nécessite l'engagement de tous. Ce n'est pas seulement un travail de professionnels de la santé, mais également de forces de sécurité. Mais c'est aussi la famille, les communautés, les autres institutions, les leaders religieux, les éducateurs et tous nos partenaires doivent également intervenir. Également, dans cette édition du 22h, Djibouti et la Turquie renforcent la connectivité de transport en Afrique. Hier à SeaWorld, le ministre des Transports, Hassan Ahmed, a ouvert la première réunion des comités directeurs conjoints des transports, le JTSC, sur la connectivité Turquie-Afrique. La cérémonie qui s'est tenue en présence de l'ambassadeur Djibouti en Turquie, M. Aden Hussein, et de l'ambassadeur de Turquie à Djibouti, M. Sabri Ergan, ainsi que le président de l'autorité des ports et zones franches, Abou Kamal Hadjisha. Réunion qui fait suite au protocole d'accord signé l'an dernier entre Djibouti, la Somalie, le Ghana, le Libéria, la Mauritanie, le Congo et la Guinée. Elle constitue une étape majeure pour renforcer la connectivité des transports avec un impact direct sur les flux commerciaux et économiques des pays participants. Dans une allocution faite à cette occasion, M. Hassan Ahmed, ministre des Transports, a insisté sur l'importance de renforcer les infrastructures routières et ferroviaires connectées aux ports pour faciliter l'accès des pays enclavés, ainsi soulignant l'amélioration des connectivités et de la modernisation des procédures permettant de réduire les coûts, renforcer la compétitivité et libérer le potentiel commercial dans la région. Et dans une intervention, le président des ports et des zones franches, Abou Kamal Hadji, s'est adressé à la tribune, rappelant ainsi la vision de Djibouti étant le hub stratégique pour l'intégration régionale et le commerce maritime. Il a également mis en avant les nombreuses opportunités de collaboration entre Djibouti et la Turquie et l'Afrique en vue de développer des corridors logistiques résilients et innovantes. Il a également réaffirmé l'engagement de Djibouti à travailler étroitement avec ses partenaires pour bâtir un pôle logistique et maritime exemplaire au bénéfice des économies africaines. Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du ministre des Transports qui réaffirme ainsi sa volonté de continuer dans cette compétitivité. Fermant ces 2 jours de travaux, je voudrais tout d'abord dire toute la fierté qui est la nôtre. Au nom du gouvernement djiboutien, je vous exprime notre profonde gratitude pour la qualité des échanges, l'engagement et l'esprit des co-constructions qui ont régné dans la salle à côté. Nous repartons aujourd'hui non seulement avec des décisions, mais aussi avec une feuille de route commune et des engagements précis. Grâce à votre participation active, nous avons clarifié les principaux goulots d'étranglement logistique entre nos régions, défini des corridors pilotes concrets, adopté nos termes de référence et signé le compte rendu formalisant notre alliance. C'est un socle solide et c'est déjà une réussite. Je tiens à saluer tout particulièrement la franchise et la pertinence des contributions du secteur privé. Votre note de priorité sera notre boussole pour les mois à venir. Il garantit que nos actions resteront ancrées dans les réalités du terrain et dans les besoins des opérateurs. Djibouti, en tant que hôte de cette première réunion, réaffirme son engagement total à être un partenaire actif, fiable et moteur dans la mise en œuvre de ces mémorandums. Nos infrastructures sont au service de cette ambition commune. Le temps de la réflexion collective laisse maintenant place à celui de l'action concertée. Mobilisons les financements, lançons nos projets pilotes,
préparons dès à présent notre prochaine rencontre. C'est ensemble que nous ferons de ces engagements des réalités au service de nos peuples et de notre prospérité commune. Lancement du programme spécialisé de haut niveau, c'était mercredi dans l'amphithéâtre de l'ANIFIP qui accueille une cérémonie de lancement officiel de formation spécialisée de haut niveau destinée à renforcer les compétences des jeunes diplômés et à les préparer pour les défis du marché du travail. L'initiative stratégique est mise en œuvre en partenariat avec l'Institut national de l'administration publique, l'INAP, et le projet Skill, avec le soutien financier de la Banque mondiale, illustrant l'engagement des partenaires techniques et financiers en faveur du capital humain. Cérémonie qui a réuni de nombreuses personnalités, dont Omar Abdi Saïd, ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, Madame Fatou Fall, représentante du groupe de la Banque mondiale, Monsieur José Barahona, coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, ainsi que les secrétaires généraux du ministère de l'Éducation nationale et des Finances et de certains étudiants bénéficiaires. Cette formation qui vise à combler les déficits des compétences techniques et professionnelles en dotant les jeunes diplômés de savoir-faire pratiques et spécialisés. Parce qu'on est en train de faire les derniers réglages avec les professeurs nationaux et la contractualisation avec les cabinets internationaux. Nous avons sélectionné 100 jeunes, Monsieur le ministre, et ces 4 formations, je suis persuadé, c'est une solution. C'est vrai qu'au départ, ça vous faisait peur, 8 mois. Nous aurons 1 mois de formation, des modules généraux. Ici, présentés par le droit, cadre réglementaire, gestion de prévention. Pourquoi refaire? Parce que c'est des gens qui ont des masters. Nous avons estimé bon de faire un rappel technique avec Ali Roufa, qui est l'un des experts nationaux en planification technique. Nous avons sélectionné 7 à 8 experts nationaux qui pourront être ici pendant 1 mois. Par la suite, nous aurons 2 mois de spécialité. Nous sommes allés trop loin. Aujourd'hui, de nos jours, tout le monde se dit être expert en passation de marché, mais qu'est-ce que vraiment être expert en passation de marché? C'est vraiment connaître la procédure pour éviter toute inefficacité de la commande publique. Il faut savoir que la commande publique représente un pourcentage important du PIB de Djibouti, mais aussi du monde. Et de nos jours, on a aussi beaucoup de projets à Djibouti et un expert en passation de marché est tellement recherché. Donc être formé en passation de marché, avoir des experts formés en passation de marché, c'est avoir une commande publique djiboutienne fiable, une commande publique transparente et qui est dépourvue de tout voile d'opacité. Donc je vous encourage, chers compatriotes djiboutiens, à vous former sur la passation de marché et on est là pour vous accompagner. Je pense que il y a des panels par la suite et on aura davantage l'occasion d'échanger, discuter sur la passation de marché. Et à travers ce programme, le gouvernement réaffirme sa volonté d'investir durablement dans la formation et le développement des compétences afin de préparer les jeunes qualifiés et prêts à contribuer activement au développement de leur pays. Écoutons le ministre, M. Omar Abdi Saïd. C'est pour moi un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de ce programme phare du projet Skills, un projet structurant pour le développement des compétences et l'employabilité des jeunes à Djibouti. Je tiens à cette occasion à remercier chaleureusement la Banque mondiale et son équipe, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et institutionnels, notamment le ministère de l'Éducation nationale, avec qui on travaille depuis la mise en place de ce projet Skills. Le projet Skills s'inscrit pleinement dans la vision de Djibouti, portée par son Excellence, président de la République, qui a fait de l'emploi des jeunes et du renforcement des compétences une priorité nationale. Au ministère du Travail, notre responsabilité est de traduire cette ambition présidentielle en actions concrètes, ciblées et porteuses de résultats. Mesdames et Messieurs, à travers ces dispositifs d'envergure, le gouvernement a fait le choix d'une approche globale et progressive, articulée autour de plusieurs programmes complémentaires. Le programme que nous lançons aujourd'hui est une composante essentielle. Il vise à répondre à un besoin précis, renforcer les compétences opérationnelles des jeunes diplômés dans les domaines clés de l'action publique et du développement. Ce programme permettra de former 100 jeunes diplômés titulaires de Master 2 dans 4 spécialités stratégiques: le suivi et l'évaluation, la passation des marchés publics, l'hygiène et la sécurité, ainsi que les sauvegardes environnementales et sociales.
Ces compétences sont indispensables pour améliorer la qualité de nos projets, renforcer la transparence et assurer un développement durable et inclusif. À chaque fois qu'il y a un projet, les consultants sont généralement des gens qui sont à l'extérieur, qui apportent leur expérience à Djibouti dans le cadre de ses besoins. Il a été décidé en commun accord avec la Banque mondiale et avec le soutien du ministère des Finances et de l'économie de donner cette chance à nos concitoyens, à nos compatriotes que vous êtes aujourd'hui ici présents. Je tiens à cet égard également à remercier chaleureusement l'ensemble des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de cette initiative. C'est avec une grande confiance à votre potentiel que je lance officiellement ce cycle de formation. Je vous souhaite une pleine réussite dans cette nouvelle étape de votre vie professionnelle. Et culture à présent, la ville blanche de Tadjoura, berceau historique de la culture, a vibré jeudi soir au rythme des traditions à l'occasion du lancement officiel de la 3e édition du Festival culturel de Tadjoura. L'événement qui est organisé par l'association Tekemen, sous le patronage du ministère de la Culture et de la Jeunesse, cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée avec une ambiance festive et a enregistré la présence de nombreuses personnalités marquantes, notamment la ministre de la Culture et de la Jeunesse, le ministre de la Décentralisation, le ministre ainsi que le ministre de la Culture de la Somalie, des parlementaires ainsi que plusieurs autorités locales, dont le préfet de la région de Tadjoura et le président du conseil régional. Ainsi, les danses folkloriques, expressions artistiques et traditions locales ont été mis à l'honneur de cette soirée inaugurale, le festival qui se poursuivra pendant 3 jours dans la ville de Tadjoura, avec un programme riche dédié à la promotion de la culture et de l'identité nationale. La cérémonie s'est clôturée avec la remise aux lauréats du concours culturel organisé dans les 5 régions du pays par la ministre même de la Jeunesse et de la Culture, Ivo Munassoui, dans le cadre du festival culturel de Tadjoura. De l'innovation et du développement. Donc, 3 jours de fête, de célébration et de joie à partager ensemble et en communion parfaite à travers les animations musicales et folkloriques, la foire artisanale, la parade des danses traditionnelles. Il y aura aussi une kermesse pour ravir les tout-petits et les finales des concours de danse. Et enfin, un colloque qui porte sur l'entrepreneuriat des jeunes de la région de Tadjoura et de Bok. Cet événement d'envergure qui a rassemblé un éventail de personnalités. Le préfet de la région de Tadjoura nous en dit plus. C'est avec un immense honneur et une profonde fierté que je vous souhaite la bienvenue à Tadjoura à l'occasion de l'ouverture officielle de la 3e édition du Festival de Tadjoura, placée cette année sous le thème évocateur diversité, innovation, développement et entrepreneuriat. Ce thème n'a pas été choisi au hasard. Il traduit fidèlement l'âme de notre région
riche dans les diversités culturelles, forte de son héritage, résolument tournée vers l'innovation, le développement durable. Tadjoura est une terre de rencontres, de dialogue et de transmission, où la culture demeure un levier essentiel de cohésion sociale et de progrès. À travers ce festival, nous affirmons que la diversité culturelle est une richesse, que l'innovation est un moteur et que le développement ne peut être pleinement atteint sans la valorisation de l'identité, du savoir-faire local et de la créativité de nos artistes et de notre jeunesse. Ce festival nous rappelle que la culture est vivante, qu'elle évolue avec son temps et qu'elle constitue un puissant vecteur d'unité, de dialogue et de développement. Écoutons à présent les propos du ministre de la Décentralisation qui a participé pleinement à cet événement. Ce soir, j'apporte une nouvelle du président de la République qui passe son vœu de réussite au peuple de Tadjoura, à la région de Tadjoura. Il vous dit qu'il est de cœur avec vous. Il est de cœur avec vous et il est le soutien indéfectible de ce festival. Et pour la 3e édition, il est toujours à votre côté. Un événement culturel très attendu par tous les Djiboutiens et dont la notoriété dépasse aujourd'hui le cadre des frontières nationales. Pendant la durée du festival, tous les projecteurs sont tournés vers Tadjoura, qui devient le centre culturel de Djibouti, artistique, médical, intellectuel du pays. La ville de Tadjoura est réputée pour la richesse et la variété de son patrimoine culturel et artistique. Ce n'est pas un hasard si l'Agence des Nations Unies, l'UNESCO, a déjà inscrit dans le patrimoine de l'humanité les chants et danses exécutés en l'honneur de la mariée de Tadjoura, plus connue sous le nom de Imnatorobi. L'UNESCO s'apprête également à inscrire le patrimoine de l'humanité, le site culturel d'Abourma, situé dans la région de Tadjoura. Des événements historiques qui ont fait connaître Tadjoura sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, la reconnaissance de la culture tadjourienne par l'UNESCO est le résultat du soutien indéfectible du président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Le succès obtenu fait partie des efforts inlassables aussi fournis par Madame la ministre de la Culture, de son Excellence Hibo Moumin Assoui. Le festival de Tadjoura n'est pas une simple manifestation culturelle. C'est un événement qui rassemble dans la fraternité et la joie toute la communauté du pays. Et clôturons les discours officiels. Voici l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Moumin Assoui. C'est avec un profond honneur et une émotion toute particulière que je prends la parole ce soir dans la cité historique de Tadjoura à l'occasion de l'ouverture officielle de la 3e édition du Festival régional de Tadjoura, organisé du 5 au 7 février 2026 par l'association Tekentarego sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Tadjoura, perle blanche de la mer Rouge, dépasse le simple statut de ville ce soir. Elle incarne un territoire de mémoire, un espace vivant des transmissions et un horizon d'avenir. Ici, les patrimoines culturels, notamment à Fara, n'est pas un héritage figé. Il constitue un capital vivant, porteur d'identité, de cohésion nationale et de dignité collective. Ces dernières années, notre pays a consolidé son engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel, tant matériel qu'immatériel. Cet engagement s'est traduit par des avancées concrètes et reconnues à l'échelle nationale et internationale. Notre contribution à la préservation du patrimoine culturel se manifeste notamment par la reconnaissance
et la valorisation des pratiques et des savoirs endogènes tels que le Hero, le Herisse, le Imnorobi Afar, la Mad'a Afar, ainsi que plus récemment le site d'art rupestre d'Abourma, témoignage exceptionnel de la profondeur historique et culturelle de notre territoire et plus particulièrement de Tadjoura. Ces réalisations traduisent une vision claire et ambitieuse, la préservation du patrimoine culturel, renforcent aussi l'identité nationale, consolident la cohésion et transmet aux générations futures les fondements de notre mémoire collective. Ces festivals reposent sur une conviction forte. La culture n'est pas un luxe. Elle constitue une ressource vivante, un facteur de cohésion sociale, un moteur de dynamisme territorial et un catalyseur d'opportunités économiques locales. En valorisant les savoirs, le talent, les identités des régions du Nord, le Festival de Tadjoura contribue activement à réduire les disparités territoriales et à promouvoir un développement ancré dans les réalités locales. En quelques éditions seulement, ce festival s'est imposé comme un rendez-vous culturel majeur du calendrier national, rassemblant artistes, artisans, jeunes créateurs, intellectuels, opérateurs économiques et populations autour d'une vision commune, faire de la culture un instrument de transformation sociale et économique. Je tiens à saluer chaleureusement l'engagement des autorités locales, des partenaires institutionnels. Je formule le vœu que ces journées soient des moments de célébration, de transmission, d'innovation et d'engagement collectif. Également dans l'actualité de ce 22h, tour de vélo à Ascaville, la tour de Djibouti à vélo, organisé par l'Association pour la promotion de l'éducation physique, le sport scolaire, et parrainé par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, est entré aujourd'hui dans la troisième étape, parcours étant 5 km pour les lycéens de la région d'Ali-Sévier, entre Doudou Balala et l'entrée de la ville. Les jeunes ont parcouru la distance en toute sécurité avec la vigilance des véhicules d'escorte policière. Ainsi, le parcours des seigneurs entre Ali-Sévier et Assamo a été plus exigeant sur la route asphaltée, traversant ainsi 27 nids de poules. De nombreux feux également dénivelés. Les coureurs ont dû gérer les efforts avec effort et stratégie. Pendant longtemps, le peloton est resté groupé avant que les meilleurs ne se détachent pour la victoire. Cette étape a vu la première victoire du Djiboutienne du Tour, Abder Kherre, soldat de la garde républicaine, qui a remporté la course, renforçant ainsi sa performance avec un travail d'équipe exceptionnel avec son camarade Arafat, respectivement premier et troisième. Tout au long de ces 27 km, ils se sont relayés, alternant sprint et gestion d'efforts, trompant ainsi les adversaires. Le duel final a été intense. Abder Kherre a devancé un militaire français, coriace, dans les derniers 50 mètres, arrachant ainsi hautement la première marche du podium. Parmi les faits marquants, le courage de Sofiane, un jeune lycéen qui a réussi à se démarquer de ses camarades, ainsi que celui du soldat japonais qui est arrivé dernier, mais salué ainsi cette organisation qui ne sera pas la dernière. duqayta lisaba lagu yaqaan culuma duub weyne dayar dhiiranba lagu yaqaan oo hal dooraahe dumar qurux lagu cali sabiix daynugu deeqay duqayta lisaba lagu yaqaan culuma duub weyne dayar dhiiranba lagu yaqaan oo hal
cudurrada dawaysaya duubir lagu sheegay ayuu daa'inkayn cali sabiix diiqa uga yeelay hawa caafimaadon cidnaba diiqa gelinayhin cudurrada dawaysaya duubir lagu sheegay ayuu daa'inkayn cali sabiix diiqa uga yeelay Après cette course, les officiels et les participants ont visité la manufacture de fromage et de confiture ainsi jardin local avant de partager un petit déjeuner officiel. Le poste de Djibouti qui a également profité de cette occasion pour distribuer les cartes postales d'Assamo sur lesquelles les cyclistes ont ajouté des messages affectueux pour leurs proches. Je suis un conseiller technique au profit de nos amis djiboutiens qui organisent cette épreuve exceptionnelle avec un tracé exigeant, très dur. On a commencé par le sud avec une arrivée à Dirhil passionnante. On a eu de la découverte, un peu de casse et on était très contents de l'organisation. On a appris aussi plein de choses par rapport au fait de se déplacer en piste et c'était une belle épreuve. Ensuite, la magie d'Ali-Kabé. Du lac Abbé, on est allé tout au bout du lac Abbé, on a vu le coucher de soleil, on s'est réveillé le matin, on a fait la visite avec les guides et après la visite on a lancé la course et là ça a été exceptionnel. On a un peloton qui a roulé ensemble jusqu'à la première difficulté, on a un finish magnifique au village de Koutabouya. La course a pris une dimension qu'on n'imaginait pas, avec une attaque au début de la garde républicaine, avec le peloton qui revient dessus, une attaque des FFDJ de Florent, mais qui crève le pneu, et après le peloton revient dessus, ils ont roulé encore tous ensemble, et après on a eu un sprint, après 24 km, où les deux concurrents ont fini à 50 cm, impensable, un finish exceptionnel, la victoire de Djibouti, exceptionnelle, donc ça fait 2-1, aujourd'hui on est très contents. C'est sur ces appréciations que nous passons aux nouvelles hors du pays, notamment plus de 100 bateaux prévus pour une flottille humanitaire vers Gaza en mars prochain. Les organisateurs d'une flottille civile internationale destinée à acheminer de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza ont annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle mission au cours du mois de mars avec la participation de 100 bateaux. Cette initiative vise à alerter la communauté internationale sur la situation humanitaire critique dans le territoire palestinien. Ainsi, le flottille réunira des embarcations civiles venues de plusieurs pays transportant des denrées alimentaires, des matériels médicaux, des produits de première nécessité. Militants et bénévoles, personnalités engagées participeront à cette mission présentée comme pacifique, conforme au droit international. Les organisateurs ont souligné également que cette action s'inscrit dans la continuité des efforts d'action internationaux et en solidarité avec le peuple palestinien. Ce sera tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti. Merci à l'équipe de la régie qui m'a accompagné ce soir. Bonne soirée à toutes et à tous avec la suite de nos programmes.